Bien, bonjour à toi, élève du lycée Martin Lado. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, on va s'occuper de la porte qui va venir sur ce cadre. Hop, je te le remonte un petit coup. Voilà. Je vais mettre les plans en ligne sur Pronote, les plans de la porte. Je m'en suis imprimé un petit là, hop, tac, tu vois. Donc, comme tu peux le remarquer, avant de venir à l'atelier, pour aller aux machines, on prend notre plan, un mètre, un crayon, et idéalement une équerre ou un réglé, quelque chose qui va nous permettre de faire des mesures précises. Voilà, donc concernant cette porte, on va la faire en médium. Médium de 19, donc complètement classique. Donc, concernant les cotes, étant donné que la porte recouvre l'intérieur du cadre, elle va donc déborder. D'accord ? Elle va donc déborder de 16 mm tout le tour. C'est-à-dire que les cotes de ma porte sont égales à la hauteur de passage plus 32, 2 x 16, et la largeur de passage 300 plus 32, 332. Voilà. Confinement oblige, encore une fois. Nous allons mettre ce type de charnière. D'accord ? Tac. Donc, tu vois, c'est des charnières que je me suis procuré dans un magasin de bricolage complètement quelconque. On fera un petit point là-dessus. C'est ce que vous pouvez trouver par exemple dans votre cuisine ou éventuellement votre salle de bain. C'est ce qu'on appelle des charnières invisibles. Celles-là sont des coups durs zéro. C'est-à-dire que une fois fermée, admettons que la joue sur laquelle le panneau, la joue sur laquelle la porte est fixée, c'est du 19. Tac, une fois qu'on ferme, et bien en fait, la fermeture de la porte, le côté charnière, va venir recouvrir le champ de ma joue. Voilà. Donc il existe bien sûr plein d'autres charnières qu'on aurait pu utiliser pour ce cadre, sûrement plus adaptées, parce que là le problème de ces charnières c'est que bien sûr il y a un côté qui va dans la porte, là, qu'on encastre, donc on va faire un perçage ou une défonce, mais ça on va voir après comment on fait, et bien sûr il y a un côté qui va sur le caisson, généralement c'est plutôt sur des caissons que ça se monte. Et bien sûr, il y a une distance à respecter, là qui est de 37, d'accord, pour une porte en applique, encore une fois. Et donc bien sûr, si vous vous souvenez des cotes ou que vous les avez en tête ou que vous avez votre plan, vous savez qu'ici on n'a que 30. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que au dos de notre cadre, hop, on va rajouter un montant, d'accord, hop, est-ce qu'on voit, oui, un montant qu'on va mettre à fleur, attends, je vais me mettre de ce côté-là, tac, à fleur de mon champ intérieur, d'accord, qui nous permettra de fixer ces charnières. Ok. Donc tant qu'on est dans les explications, en fonction de où vous mettez cette pièce de bois, eh bien ça va vous déterminer le sens de votre porte. D'accord ? Alors, comme vous l'avez vu sur un des premiers exercices qu'on a fait dans les portes, concernant les portes, je veux dire, on parlait de pouce en gauche ou de pouce en droit. C'est-à-dire que, hop, on va faire un peu de la magie du cinéma. C'est-à-dire que là, hop, imaginons que j'ai une porte, là, comme ça. Si ma porte, hop, elle s'ouvre comme ça,
c'est une pousse en gauche, c'est-à-dire qu'avec ma main gauche, hop, je fais ça. Si c'était une pousse en droit, ça voudrait dire que tac, quand je suis en face et que je l'ouvre, tac, je la pousse vers la droite en fait. D'accord, je la pousse vers la droite, je la pousse vers la gauche. Ok. Là, pour mon meuble, pas pour mon meuble, non, pas pour mon meuble, pour mon cadre, je vais faire une pousse en droit. D'accord, je décide de faire une pousse en droit. Enfin, c'est pas moi qui décide, c'est le client ou enfin, en fonction de son besoin. D'accord. Donc là, ça veut dire que à l'intérieur, je serai comme ça, pousse en droit. Mais en fait, à l'intérieur, étant donné qu'on est entre murs et qu'à l'intérieur, ce sera comme une trappe, n'est-ce pas? Hop, on sera comme ça. D'accord? T'es d'accord? Ouais, t'es d'accord. Ça veut donc dire que hop, mon pouce en droit est un tirant gauche. En fait, c'est l'inverse. Si jamais, regardez là, si je me mets hop comme ça veut dire que je tire vers la gauche. D'accord? Je tire vers ma gauche. Et là, tac, je tire vers ma droite. Ok. Donc, ceci étant dit, j'espère que j'ai été assez clair. Derrière une caméra, c'est pas forcément évident. Eh bien, étant donné que nous sommes à l'atelier, on va passer à la pratique. Alors, tac. Simplement, pour fixer ce montant, donc on va se mettre comme ça, on a dit à fleur. Donc bien sûr, cette pièce est déjà courroyée. Il ne reste plus qu'à la couper de longueur. D'accord? Donc on va la couper de longueur ensemble. Je vais vous montrer une petite astuce à laquelle je n'ai pas pensé sur mes premières vidéos, mais qui pourtant est bien pratique. Et ensuite, nous allons assembler ces deux éléments. C'est-à-dire que celui-là va venir sur celui-là. Et donc vous connaissez déjà, mais par commodité, n'est-ce pas? Tac, meilleur angle comme ça. Par commodité, nous allons faire un assemblage par lamello. Allez, c'est parti, action. Tac. Alors, bien sûr, évidemment, ma hauteur nominale de B, comme sur le plan, est de 600, n'est-ce pas? Ça veut donc dire que la longueur de ce montant que je rajoute fait également 600, ou le fait toute hauteur. Alors, c'est tout simple comme astuce, mais c'est vrai que je la fais assez régulièrement, mais là je n'y ai pas pensé la dernière fois. Bref. Donc comme d'habitude, on rafraîchit d'un côté et on met à longueur de l'autre. Là, la petite astuce, c'est qu'en fait j'ai rajouté un martyr en médium, d'accord, qui me fait comme une table en fait, qui me rehausse ma table en fait, d'accord, si bien que j'aurais pas besoin d'appuyer pour que la lame descende bien à fond, d'accord. Donc je branche la machine. Tac. Le petit casque anti-bruit, comme toujours. Et c'est parti. Voilà. Donc là, tu vois, la coupe est nickel. J'ai pas de petite brûlure en fait, parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'insister, tout simplement. Donc ensuite, hop, toujours dans les petites méthodes, les petites astuces, les tips d'atelier, n'est-ce pas, monsieur Bourrachot? Alors, donc, hop, on repère quand même le petit côté qu'on vient de couper, c'est mieux. Hop. Donc là,
pouvez par exemple vous mettre à fleur en bas, d'accord, en vous mettant sur un bord, tac, et simplement tracer votre longueur. Ok, je sais pas si on voit très bien, ou tout simplement mettre un coup de mètre sur votre cadre et ensuite reprendre cette mesure pour couper ce montant là. Les deux méthodes se valent. Là franchement c'est au choix, c'est en fonction de comment vous êtes le plus à l'aise. En ce qui me concerne, je préfère faire du report de mesure. Voilà. Impeccable, bien. Voilà. Tac. Donc, pour pouvoir usiner nos lamellos, donc je rappelle, ce sont des petits biscuits présentés comme ça, d'accord, qui ont plusieurs tailles. Enfin, il existe plusieurs tailles, d'accord. Moi, il ne me reste plus que des lamellos de 10, d'accord. Donc c'est ça que je vais employer. Étant donné les sections qu'on emploie, on aurait très bien pu mettre un lamello de 20. Ça aurait augmenté entre guillemets l'assemblage, on va dire. Mais encore une fois, on est en période de confinement, donc on adapte un petit peu notre ouvrage. D'accord. Donc, pour être sûr de ne pas faire de bêtises, j'ai bien mis ma surface de référence, j'ai bien tracé mes traits. La pièce que je rajoute va être sur cette face-là. Je m'en assure. Moi, j'ai pas laissé mes signes d'établissement, je les ai poncés, mais après, je me suis remis un petit repère avec une petite flèche pour m'indiquer que ça, c'était la face vue, c'est-à-dire celle qui est derrière, la face vue, et la petite flèche vers le haut. Donc, ça veut dire que cette traverse-là, c'est la traverse du haut. Donc, grâce à tous mes petits repères, eh bien, je sais que je me suis pas trompé. Je veux bien une porte qui va s'ouvrir comme ça, pouce en droit, tir en gauche. On est tout bon. Donc, j'utilise le capot qui se rabat. D'accord, tac. Donc je me mets à 90 degrés, bien sûr. Voilà, pour pouvoir usiner ici. Ok. J'en ai pas parlé de ça, mais je vais en parler un petit peu. Ça, en fait, je l'ai raboté à 19. D'accord. Les machines d'office sont étudiées pour pouvoir assembler des panneaux. D'accord. Si bien que lorsque j'usine avec mon capot comme ça rabattu sans toucher à la hauteur, et bien en fait c'est un demi-panneau de 19. D'accord. La rainure va tomber au milieu de cette épaisseur là. Voilà. Donc je me mets bien sur mon trait. Dernière précision, je ne l'ai pas précisé, la machine, vous savez que elle a débuté là comme ça, tac, 0, 10, 20, d'accord, le max 10, c'est-à-dire moi 10, c'est-à-dire mes petits lamellos de 10. Tac. Allez, on n'oublie pas bien sûr, toujours l'aspirateur branché dessus.
ça va finir pour l'instant. Hop, hop, voilà. Et ma petite pièce de bois. Donc ma surface de référence, elle est bien là. Je sais, bon là c'est une mesure un peu exceptionnelle, mais je sais que ce champ-là, je veux que ce soit celui qui soit caché, donc celui contre lequel on va coller le cadre. Donc bon, là il y a une petite facilité de repérage, on va dire. Tac, un peu débordé. Voilà. Veuillez m'excuser, la carte SD était pleine, donc hop, je le renlève. Voilà. Donc, on revient un petit peu en arrière. J'ai mis mes lamellos là. Donc, j'ai ma surface de référence qui est là. Hop, je fais coïncider mes traits. Voilà. Tac. Donc ça s'emboîte bien, hein. Vous voyez, ça tient bien sans collage. Et hop, ça me fait un assemblage bien à fleurs. Bon, c'est un lamello complètement classique. Voilà. Voilà, donc préparation au collage. Donc j'ai mon cadre, le futur montant qui va être collé là, mes lamellos. Alors petite variante, là j'ai un petit récipient avec de l'eau, un vieux pinceau, mes serre-joints au-dessus, tac, de mon établi. Hop, donc ça c'est prêt. Des martyrs, d'accord. Donc pour mettre en dessous et au-dessus, pour pas abîmer notre ouvrage. D'accord. Et bien sûr, de la colle qui est à l'envers car c'est la fin du pot. Et donc pour pas attendre trop longtemps que la colle arrive sur le bec, eh bien je la mets à l'envers. Voilà. Donc le pinceau peut nous servir deux fois. D'accord. Il va nous servir à étaler la colle dans un premier temps. Ensuite, on va l'essuyer, le rincer. Et dans un deuxième temps, il va nous servir à nettoyer ce qui a débordé. Ok. Alors, on va en coller le champ pour plus de facilité. Ouf. Voilà. Donc là, quand tu as une petite galère comme ça, avec une pince, ça se débloque. Alors, est-ce que... Oui, c'est bon. Donc bien de la colle partout, de la colle dans ma rainure, enfin dans mon entaille plutôt. Tac, une autre entaille. Bien partout sur mon champ. Hop. Voilà. Donc, le pinceau, tac, peut nous servir à étaler la colle sans s'en mettre sur les doigts. Ce qui n'est pas forcément mal. D'accord. Voilà. Donc faites pas comme moi, prenez pas non plus un trop vieux pinceau, parce que sinon les poils ils restent dans la colle, c'est pas terrible. Voilà. Tac, ce qu'on va faire, on va mettre de la colle dans notre autre entaille. Voilà. Tac. Tac. Comme ça, il y a bien de la colle partout. On n'a plus besoin du pinceau
pour coller. Hop, on le met à tremper. Voilà. Bien sûr, on n'oublie pas de mettre les lamellos, sinon ça n'a aucun sens. Voilà. On va diluer de colle. Tac. Et on colle. Voilà. Donc là c'est bon, je suis directement bien à fleur. Mes martyrs qui vont bien. Un premier serre-joint. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais là le cadre, hop, j'ai mis un serre-joint pour pas qu'il bouge en fait. Voilà. Donc mes serre-joints, il faut que je les mette bien en face, d'accord, bien en face de mon collage. C'est pas toujours facile quand on est tout seul, mais bon, ça se fait quand même relativement bien. Voilà. Ah, parfait. Voilà. Et un dernier serre-joint là. Alors bien sûr, moi c'est des serre-joints qui sont très grands. D'accord, en fait, j'ai pas non plus énormément de modèles de serre-joints comme on pourrait voir dans un atelier de menuiserie beaucoup plus grand. En fait, je prends des grands comme ça, en fait, ils me servent à tout. Les petits, bien sûr, ne peuvent servir qu'à faire de presser des pièces qui sont pas trop hautes. Par contre, les grands, forcément, là, ils sont très encombrants. Voilà. Je contrôle que je suis bien à fleur. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, le pinceau, tac, va nous permettre, en fait, le pinceau a cette pratique, c'est qu'en fait, on peut aller dans les coins avec. Vous voyez, là, je peux enlever la colle facilement. Voilà. Donc l'autre côté, bien sûr. Le plus important en réalité, puisque c'est celui-là qui sera vu. Donc, on enlève bien la colle qui est débordée. Voilà. Voilà. Donc, pour éviter que la colle, pour éviter que l'eau elle stagne un petit peu, vous voyez, on peut prendre un essuie-tout, un gros rouleau d'essuie-tout comme ça, c'est très bien. Alors, petite astuce, vous prenez, tac, une petite pièce de bois.
en fait, vous voyez, vous pouvez bien aller dans le coin et bien essuyer la totalité. Voilà. Voilà. Voilà, donc toutes ces petites techniques, en fait, c'est ça qui vous donne une meilleure finition, qui améliore la qualité de votre objet. On pourrait très bien mettre juste la colle, laisser sécher, et puis se dire oh, bah, c'est à l'intérieur, tout va bien. Mais plus vous affinez, et en fait, bah, plus votre travail est de qualité, et plus... alors dans un premier temps au lycée, bah, meilleure votre note est, mais au-dessus de tout ça, plus vous vous habituez à fournir un travail de qualité, et plus ça vous servira plus tard à bien travailler, à déjà être satisfait de vous-même, ce qui quand même est plutôt agréable. Et surtout à satisfaire votre clientèle, éventuellement vos supérieurs, vous assurer du travail, une augmentation, etc. Enfin bon, toutes ces bases-là vous permettent de faire un cercle vertueux. Voilà, donc on est bien philosophique pour un simple collage, mais bon, c'est bien de le dire. Allez, la suite. Donc voici le panneau dans lequel on va découper notre porte. Donc petit rappel sur ces panneaux médium 19. La cote standard c'est 2800 par 2070. Mais dans des grandes surfaces de bricolage, vous pouvez acheter simplement des morceaux de panneaux. Celui que j'ai acheté là fait 1200 par 600. Voilà. Donc ils vendent ça au détail. Ça vous permet, pour des ateliers plus petits, en l'occurrence comme le mien, ça vous permet de pouvoir travailler avec ce matériau-là. Voilà. Donc petit rappel concernant la coupe de ces panneaux. Un panneau se coupe toujours des quatre côtés, d'accord. Donc vous vous installez sur le chariot perpendiculaire à la lame, vous rafraîchissez un côté, ensuite vous coupez le côté opposé au côté que vous venez de rafraîchir en vous appuyant contre le guide parallèle. Vous retournez un quart de tour, hop, vous coupez ce champ-là, vous rafraîchissez ce côté-là, vous retournez un demi-tour, vous appuyez contre le guide perpendiculaire, et vous venez faire votre mesure finie dans le sens de la hauteur. Ok, ça c'est la méthode conventionnelle qu'on utiliserait si on avait une scie à format nous permettant de couper des panneaux de cette taille. Moi, pour la petite information, mon combiné me sert essentiellement à couper du massif, donc c'est-à-dire des largeurs et beaucoup plus petites, des longueurs pas forcément des longueurs plus petites, mais tout du moins des largeurs beaucoup plus petites, et après de faire des assemblages. D'accord. Pour faire du panneau, je ne suis pas équipé à proprement parler. Enfin, en tout cas, je vais vous montrer une autre méthode qui permet d'atteindre un résultat tout à fait correct. Un bon résultat, on va dire, enfin, j'espère, sans avoir de scie à format. Donc ça implique bien sûr que vous n'avez qu'un seul panneau à faire, enfin qu'une seule porte à faire. D'accord. Si vous aviez 50 portes à faire, et bien évidemment, soit vous sous-traitez et vous faites couper ça dans une menuiserie, soit il faut investir dans une scie à format. Voilà pour la petite info. Donc, pour notre méthode, eh bien, il faut tracer de manière précise. Donc,
cette méthode, il faut quand même savoir la faire, parce que vous pouvez très bien vous retrouver un jour sur un chantier et devoir couper une porte, par exemple, ou couper, je sais pas, enfin, couper n'importe quoi, à des cotes précises, en respectant bien un angle droit. Voilà, donc il faut aussi connaître cette méthode-là. Donc, voici une méthode parmi plein d'autres. On pourrait simplement sortir une petite scie circulaire portative et puis découper le panneau. Mais avec ma petite radiale, là, on peut aussi le faire. Donc c'est une petite astuce, bien sûr. C'est simplement pour faire du pré-débit, on est bien d'accord. C'est-à-dire que là, je vais venir couper. Je vais bien sûr pas pouvoir aller jusqu'au bout. Je vais retourner mon panneau. Donc bien sûr, ce qu'on vous apprend toujours à ne pas faire. Mais là, c'est juste parce qu'on n'a pas le choix. D'accord? Donc là. Bien, ma future porte est en place sur l'établi. Par-dessus, j'ai positionné un panneau bien sur le trait, sur mes traits où je vais découper. Je me suis assuré que le champ de ce panneau était bien droit et bien perpendiculaire. Enfin, que cette face-là soit bien perpendiculaire à ce champ-là, de manière à pouvoir faire une bonne copie. Donc, j'utilise une fraise avec une bague de copiage. Donc, c'est une fraise droite. D'accord, en fait, donc le roulement va passer contre le champ qui est là et va venir me copier pour que j'ai une coupe bien droite. Voilà. Je vais mettre la caméra.
Voilà, donc on a un demi millimètre d'écart. Là j'ai 622 et là j'ai 621. Oh. À peine un demi-millimètre d'écart. Donc c'est nickel. Notre portée d'équerre. Donc dernière étape, on va affleurer en s'appuyant sur la partie qu'on... Alors, comme nous l'avons évoqué au début de notre vidéo, nous allons utiliser ce type de charnière. Donc il convient donc d'encastrer cette partie-là dans la porte. D'accord ? Pour ce faire, moi j'avais fabriqué des gabarits comme ça. D'accord ? C'est bien que lorsque vous mettez un gabarit comme ça, vous appuyez, et en fait, là j'avais mis des pointes, d'accord, qui sont en fait l'emplacement de ces deux trous de vis pour pouvoir fixer la charnière sur la porte. Ça a un avantage, c'est qu'en fait cette distance là entre l'axe et le bas de la porte et entre le côté et là sera toujours le même, sera toujours respecté puisque c'est un gabarit, d'accord. Si jamais vous utilisez ce genre de fraise, ce genre de mèche, je veux dire, ouais, ce sont des mèches pour charnière invisible, hein, d'accord. En fait, le fond est plat. Et en fait, quand vous descendez, voilà. L'inconvénient, c'est que il faut tracer sur la porte parfaitement, descendre parfaitement. Enfin, soit vous avez une machine qui est équipée et qui est vraiment dédiée à ce genre de perçage, ça peut être bien dans un atelier, si vous faites beaucoup de portes, beaucoup de cuisine par exemple, soit un gabarit comme ça, c'est pas mal, parce qu'en fait vous avez un guide là, un guide là. Donc vous choisissez bien sûr votre porte, le haut et le bas, même si ça n'a pas d'impact, on va quand même en choisir un. Donc on se rappelle que on a une pousse en gauche, une pousse en droit. Autant pour moi, on a une pousse en droit, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, côté intérieur de notre cadre, on va venir ouvrir comme ça. Voilà. Donc ça veut donc dire que notre parement est ici. On va faire un petit trait de crayon. Donc ce sera notre devant, ici. Devant, le haut, une petite flèche vers le haut. Et donc j'ai dit pouce en droit, comme ça. Donc mes charnières seront ici et ici. Alors, il y a donc un gabarit comme ça. Tac. Et bien sûr, l'autre dans l'autre sens, tac, pour pouvoir faire le haut. Alors bien sûr, si jamais ça avait été une pousse en gauche, hop, on met ça comme ça, et ça comme ça. Bien sûr, on peut faire les deux types de portes. Alors, on vient tac, se positionner. Donc on veille que on est bien embuté sur nos deux petits contreplaqués. Et on vient simplement presser un peu. Voilà. Un petit
coup de marteau pour enfoncer la pointe. On est bien. Voilà. Donc, une presse pour tenir le gabarit quand même. Voilà. Tac. Alors, toujours la même bague de copiage. Je me mets à 0. D'accord. Je vais ranger un petit peu le bazar. Puisqu'on est passé à l'étape suivante. Tiens. J'en profite pour vous dire que lorsque vous passez à une étape d'après, je vous invite, comme je suis en train de le faire, vu que je ne l'ai pas fait et que je me rends compte que c'est pas terrible, je vous invite à ranger votre établi et gardez toujours votre établi en ordre. Comme ça, vous n'êtes pas embêté. Alors, je disais donc, je me mets à 0. Voilà. Et je vais régler ma profondeur. Alors, il y a des cotes standards. Une fois que vous avez réglé votre machine, une bonne fois pour toutes, c'est bon. On va répéter la méthode comme si on ne connaissait pas la cote. Voilà. Donc vous prenez votre charnière, vous mettez au bord comme ça, et vous relevez votre cote. Alors, je me mets un peu hors champ parce que je ne vois pas. Et pour bien faire, on va faire un perçage d'une profondeur de 12 mm. Alors, ça veut donc dire que je reprends mes cales. Donc, je vais prendre 2 cales de 5, une cale de 2, et que je vais les mettre dans ma butée de profondeur pour être sûr de ne pas descendre plus. Voilà. Voilà. Et je peux usiner, alors bien sûr en plusieurs passes, parce que sinon ça va faire forcer un peu la machine. 12 mm d'un coup. Et progressivement. Voilà, donc c'est là qu'on voit l'avantage de nos petites pointes, c'est que quand je vais emboîter ma charnière dedans, eh bien ça va tomber en face. Voilà. Allez, la deuxième. Hop. Alors, pour fixer les charnières sur la porte, 417 PZ2, hop, 417 PZ2. Hop.
mes charnières montées vissées, je retourne ma porte et j'usine d'abord le quart de rond. Donc, comme je disais, les cotes sont libres, c'est-à-dire qu'en fonction des fraises que l'on dispose au lycée, que ce soit pour une toupie ou pour une fraise de défonceuse, eh bien on fait en fonction d'eux. Bien évidemment, si on avait 50 portes à faire, une commande, eh bien notre rayon serait défini par le plan. Là, pour une facilité de mise en œuvre, eh bien le quart de rond est libre et on le détermine lorsqu'on l'usine. Et on peut choisir éventuellement un quart de rond plus grand ou plus petit en fonction de notre goût. Alors, j'ai laissé les charnières en place. Elles ne vont pas nous gêner. Au pire des cas, on les rabat comme ça. Et ensuite, on retourne la porte. Simplement, la porte, je l'ai mise sur 2 petites chutes de médium pour qu'on puisse opérer en laissant les charnières. Voilà. Donc, une petite presse. Et on fait le tour de notre porte. Ensuite, on retourne. Et ensuite, on s'attaquera à notre congé. Voilà. Donc là, notre congé est fait. Très léger coup de papier de verre, de papier abrasif, pardon. Et c'est bon. Alors, ma porte finie, prête à être installée. D'après mon plan, que je reprends, que je garde toujours avec moi lorsque je fais de l'atelier. Ma porte fait 532. Ok. Mon ouverture, ma hauteur de passage fait 500. Ça veut donc dire qu'il y a plus 32. Donc 16 de chaque côté. Donc, ça veut dire que je peux prendre mon équerre. Alors, faire un trait à 16 mm. Tac. Voilà. Positionner ma porte pour voir si c'est bon. Me mettre sur mon trait. Tac.
Et c'est bon, j'ai bien mes 16 mm, la même cote. Ça veut donc dire que je vais pouvoir poser ma porte dans son cadre, et pour ce faire, il faut que je visse les embases sur le cadre. Pour visser ces embases, j'ai une première cote que je connais qui est 85 en partant du bas. D'accord. Pour la cote du haut, on va pas prendre 85 et partir du haut. On va partir du bas, prendre la cote sur la porte du bas jusqu'à la charnière du haut et partir du même trait de référence. Ça veut donc dire que j'ai un premier axe ici à 85, un petit peu de place, tac, à 85 de mon trait. Voilà, je prends ma cote à mon axe, d'accord, je vais la prendre avec le réglé, ce sera plus facile, et hop, mon axe, alors sachant qu'il y a un petit repère sur la charnière, ok, celui-là je vous le donne pas, ce serait un petit peu facile, je vous laisse chercher. Enfin, je vous laisserai plutôt travailler quand vous le ferez, si jamais c'est possible. Voilà. Donc, je reporte mes deux axes sur mon champ. Alors, je vais me mettre comme ça que ce soit plus facile. Voilà. Comme ça. Tac. Et tac. Voilà. Dernière étape. Alors cette étape-là, c'est simplement une cote qui existe en menuiserie. Lorsque vous voulez fixer des charnières invisibles pour une porte en applique, j'ai bien dit une porte en applique, la cote est de 37 en partant de l'extérieur, du champ extérieur. Donc votre axe taille, il est à 37. Voilà. Et celui-là, il est à 37. Alors, je suis obligé de tracer comme ça. Quand on se reverra au lycée, vous verrez que dans ma caisse à outils, mais malheureusement je l'ai laissée au lycée, dans cette caisse à outils là, eh bien en fait j'ai un gabarit qui me permet de ne pas avoir l'axe à 37 à faire. En fait, je positionne ce gabarit contre le devant. Et en fait, j'ai déjà mes deux perçages qui sont indiqués. Il y a juste à faire deux petites marques de crayon, deux petits pointages si on veut, et ensuite il reste juste à visser les charnières. Donc là, c'est un tout petit peu plus long, mais enfin bon, ce n'est pas non plus insurmontable. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais me servir de ma petite presse, mon petit étau de menuisier qui va là. Je vais mettre le cadre dedans, comme ça, je pourrai opérer plus facilement. Alors, tac, on va se mettre comme ça. Donc, vous démontez votre embase de votre charnière simplement en desserrant cette vis là. Hop, vous la sortez. J'ai tracé un axe à 37. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Donc, en fait, votre charnière, elle a un axe comme ça dans ce sens-là. Et comme ça, c'est là, dans le sens de l'axe du perçage, on va dire. Donc, il faut superposer les axes. Donc, l'axe qui est là doit être parfaitement aligné à celui que vous avez tracé, du moins le mieux possible, on va dire.
Voilà. Et bien sûr, dans le sens des 37, il faut que ce soit aligné au milieu des lumières pour que votre charnière soit dans le bon sens, soit bien à 37 dans le sens de la profondeur. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous faciliter un petit peu la tâche, prenez une petite pointe à tracer, hop, vous mettez au bon endroit, pointez l'autre vis, voilà. Alors, ce que moi je fais pour être sûr de pas abîmer la charnière quand je vais visser, c'est que je fais d'abord un petit trou avec la vis, comme ça sans rien, comme ça me guide un peu ma vis. Voilà. Et ça me permet de me concentrer sur tenir mon embase pendant que je visse sans avoir à me soucier de est-ce que la vis elle va aller au bon endroit. Voilà. Hop. Donc, tiens, tout l'intérêt d'avoir un embout aimanté. Voilà. Voilà. Donc là, il me reste plus qu'à installer la porte. Donc, je vais glisser les charnières dedans, dans leurs embases. Hop. Et je fais une petite boulette. La première, je l'ai mis dans le mauvais sens, tout va bien. C'est le métier qui rentre. Voilà. Hop. Il ne reste plus qu'à fixer votre porte sur vos charnières sur leurs embases. Tac. Donc, j'utilise la visseuse pour visser les vis des embases. Il faut être très prudent, faire attention à ne pas foirer les têtes, car vous pourriez être embêté par la suite pour les réglages et puis même voilà. Il faut vraiment éviter d'abîmer les têtes de vis. Voilà. Donc ça c'est bon. Tac. Faire un petit essai comme ça, juste pour voir. Voilà. Voilà. Donc là, on voit bien la porte. Elle bloque bien. Bien sûr. Les réglages de la porte, bien sûr, se font une fois que le cadre est posé. Il faut bien sûr veiller à poser le cadre bien d'aplomb, bien de niveau, sans gauche, pour que la porte puisse ensuite être elle-même sans gauche et bien d'aplomb, bien de niveau. Sachant que ces portes-là, on verra une prochaine fois, bien sûr, et ces portes-là ont l'avantage, bien sûr, de pouvoir régler, je sais pas si on voit, hop, de pouvoir être réglé le gauche en desserrant la vis et en faisant rentrer ou sortir la porte, et l'aplomb avec ces vis là, de les serrer ou de les desserrer, vous voyez, et vous faites revenir la porte un petit peu comme ça, voilà. Donc il y a quand même pas mal de réglages avec ces charnières là. Voilà, à très bientôt.